et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Florent Serra. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Alors, on a envie de te poser plein de questions, Florent, car tu as été 36e mondial, je rappelle. Tu as joué pendant plus de 15 ans sur le circuit professionnel. Et surtout, tu as passé quelques années au tennis club du Bouscat. Donc, tous les adhérents du club ont envie de mieux te connaître. On va essayer d'aborder 3 thèmes ensemble. Le premier, c'est on va revenir un petit peu sur ta carrière. Le deuxième, on va avoir ta vision sur l'avenir du tennis, de notre sport. Ouais, et on ouais. finira sur. En ce moment surtout, c'est Voilà, bien. c'est bien. Pour Et cette année. on finira sur un petit point sur le club du Bouscat, parce que tu es passé chez nous pendant que tu étais plus jeune. Bien sûr. Alors, Ouais. revenons sur ta carrière. Je pense qu'on se pose tous la même question. C'est comment la vie d'un joueur professionnel? On vit de sa passion, on est loin de chez soi aussi. On a des moments incroyables et des moments un peu plus difficiles. Voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit mot là-dessus sur ta carrière? Oui, bien sûr, on a des moments. Je commencerai par les moments difficiles parce qu'on ne rentre pas tout de suite dans le top 100 déjà. Ouais. Donc, si on reviendra forcément avec le Bouscat sur la période formation, je pense comment j'ai commencé le tennis Bien et sûr, comment j'ai exactement. choisi le Bouscat aussi. C'est important pour moi d'ailleurs, c'était un bon choix quand je suis arrivé à Bordeaux, mais après j'ai eu, on va parler du circuit donc, principal puisque c'est le premier point, Ouais. des moments difficiles forcément au début parce que vous commencez par des petits tournois. Donc c'est là où c'est compliqué. Donc déjà une blessure en tout début de carrière quand je suis parti sur le circuit principal à la hanche, qui m'a fait un petit peu peur puisque le doc à la Fédé moi m'avait plutôt conseillé d'arrêter. Ah oui. Puisque il y avait des douleurs qui continuaient, je me blessais un petit peu partout, donc il a fallu que je trouve des solutions extérieures. Donc là, t'as quel âge? T'as 20 ans à peu près? Ouais, alors juste après le bac, j'ai commencé le D'accord. circuit professionnel. Okay. J'ai commencé vraiment mon bac, je l'ai appris par téléphone parce que je me lançais sur les premiers tournois futurs. Et j'avais appris donc que j'allais, suite à mon très bon Roland Garros Junior, où j'avais passé un tour, j'avais perdu 7-5 au troisième face au numéro 1 mondial à l'époque, que j'allais intégrer le centre national d'entraînement. À Paris, ouais. Parce que j'avais fait à Paris, à Roland Garros, parce que j'avais fait le choix de rester à Bordeaux. D'accord. J'aurais pu aller à Poitiers, mais j'ai préféré aller au Bouscat. Nous, on jouait en groupe espoir. On n'était pas entre guillemets, le meilleur des groupes espoirs. On était 4, avec Assion notamment, que vous devez connaître, Olivier Ramos qui est devenu coach après, et l'autre groupe c'était Beneteau, Prodon, Olivier Patience que vous avez dû connaître. Donc nous, on disputait des tournois souvent à l'étranger puisqu'on n'avait pas d'invitation pour aller jouer tous ces futurs en France. D'accord. Donc partir à l'étranger sur des circuits qui étaient longs, Cuba, Mexico, vous commencez avec des petits hôtels un peu compliqués, des petits hôtels pas terribles on peut dire, où on était 4 par chambre, où tout fonctionnait pas forcément très très bien. Comme j'étais en groupe espoir, la Fédé nous finançait les voyages jusqu'à 21 ans et les entraînements. Et nous, après, on payait tous nos frais, les repas, les restaurants, parce qu'on n'était pas pris en charge également au niveau hébergement avec ces hôtels-là. Donc le début était un petit peu compliqué. Mais j'ai eu la chance, même à l'époque, c'était un petit peu d'argent d'une personne de ma famille qui était chef d'entreprise. Et elle m'avait donné, c'était l'équivalent de tu vois, ça faisait 10-15 000 francs. Et est-ce qu'il y a eu, du coup, après ces moments compliqués, des tournois qui t'ont vraiment lancé, des matchs clés qui t'ont permis d'accéder après Parce que là, c'était les moments difficiles. Mais pour arriver à 36e mondial, j'imagine que tu es passé aussi par des moments incroyables, des victoires de dingue qui t'ont permis tout de suite de progresser très vite. Donc l'année 2004 a été super importante parce que pour info, je goûte au haut niveau à ce moment-là. On est en 200e mondial à Roland Garros où je me qualifie pour la première fois. D'accord. Avec 4 autres Français qui étaient Jiquel, Enel et Julien Jean-Pierre. Ouais, très bien. Et je perds en 5-7 contre Vince Padea qui était 28e mondial en ayant 9 balles de match. Ça, c'est un moment dur. En menant 5-1 au 5e.
Donc là, un peu la trouille, tout ça. Et je coule ce match qui peut changer beaucoup de choses. Ouais, bien sûr, parce qu'après tu rentres dans le normal. Déjà, tu prends beaucoup d'argent. Tu prends plus d'argent. Quand tu es 200, tu gagnes 50 places très vite, tu te rapproches du top 100 et ça peut aller vite. Et ben non, là, tu goûtes au haut niveau, c'était génial. Ouais. Tu goûtes au tableau final du Grand Chelem et tu retournes au combat dans les challengers. Et voilà. Bon, mais c'est bien d'en parler parce que c'est aussi l'avis de tous les joueurs et de la majorité des joueurs de tennis qui essaient de devenir professionnels. Ils passent par là, donc c'est bien d'en parler aussi. C'est plus dur. Parce que quand tu es 200e mondial, tu vas pas vivre du tennis. Mais à partir du moment où tu rentres dans les grands chelems régulièrement et tout, si on est intelligent, on arrive à faire quelque chose de bien. Mais une défaite qui, je pense, qui m'a montré que j'étais capable de faire de belles choses, puisque un an après, même si ça a été dur, je rentrais dans le top 100 et j'étais lancé. Et j'ai un tournoi clé en 2005, donc un an après, quasiment en avril, où je pars sur une longue tournée au Mexique, en altitude, une tournée que j'aimais faire. Pas facile au niveau cardio au début, les balles volent beaucoup, on joue avec des balles sans pression, et je pars avec Eric Winogradsky à l'époque, qui était avec Jo-Wilfried Tsonga, déjà, Tsonga qui arrivait à ce moment-là, et donc je pars avec eux, et je fais un tournoi pourri au Mexique, où je perds contre un joueur bien moins bien classé que moi, où je me sens hors de forme, et je dis à Eric Vino, là tu vas pas me voir pendant 3-4 jours, et je coupe parce que là j'en peux plus. Et je suis avec Joe Tsonga dans la chambre qui me dit qu'est-ce que tu fais là, faudrait peut-être te rentraîner un petit peu aussi. Je lui dis de toute façon, il me dit tu vas voir, moi ce tournoi en altitude c'est moi qui vais gagner le tournoi. Il me fait comme ça. Joe me dit ça. Je dis putain, le mec est gonflé et tout. Et en altitude avec son service bien sûr, ça aide. Et je retourne voir Vino après 3-4 jours. Je lui dis écoute, j'ai vidé la tête un peu là, je suis prêt à me réentraîner vraiment à fond. Prépare-moi pour la semaine prochaine, j'ai un gros challenger qui arrive à $125 000. Je vais essayer de me donner à fond. On fait une séance de fractionné sur le cours d'intermittent à la raquette. Je crampe en une demi-heure en altitude, voilà, donc un peu galère, mais je me prépare. J'ai un programme de 10 jours jusqu'à l'autre tournoi et j'y m'y tiens. Et Joe Tsonga gagne le tournoi. Bien sûr. Moi, lui, il jouait pas le dernier. Et moi, je lui dis, écoute, t'as gagné ici. Moi, je vais le gagner le suivant. Tu vois. Il me dit, ouais, écoute, on verra. Et eux, ils rentrent et je pars au Mexique, donc à Mexico City, jouer ce dernier tournoi. Où je me levais super tôt parce que dans ces tournois-là, si tu te lèves pas, tu joues à 4 parcours, t'as pas de créneau, tu peux pas t'entraîner correctement. Donc faut jouer avant les autres. Ouais. Je me prépare bien. Et écoute, premier tour un peu dur, mais finalement j'arrive à gagner le tournoi en battant un très bon joueur qui était top 100 en finale. Surtout, je lui ai amené la coupe avec Vino. Très bien. Donc non, c'était un beau souvenir parce qu'en fait ce tournoi, il me permet de passer 130. De refaire une finale encore en challenger en Europe. Et quand tu reviens d'altitude, tu as passé 15 jours à 2500 mètres d'altitude, tu as passé 3 semaines même. Je courais dans tous les sens. Les balles, tu as l'impression que tu pouvais frapper n'importe quoi, ça rentrait. Et je refais une finale comme ça. Et j'ai une wildcard direct à Roland. Pour Roland Garros. Et voilà. Ouais. Direct. Et puis là, tu goûtes, t'as plus le vestiaire du Langlaine, t'es sous le vestiaire du Central, tu côtoies tout le monde, c'est une autre ambiance. Et je passe un tour en battant Pavel, je perds sur Stepanek, ok. Et en fait, je rentre dans le top 100 comme ça. En allant faire encore une finale, une demi, tu vois. J'arrive 80, 90, je me qualifie sur des Masters 1000 et je suis tableau à l'US Open du coup. Ok, d'accord. Là, je passe un tour à l'US. Et par contre, ce qui se passe, c'est que je rentre en Europe et j'enchaîne pour aller à Bucarest. J'étais tableau à Bucarest d'un 250. Du coup, j'ai passé les premières victoires sur le circuit principal qui était un peu plus tôt à Umag aussi. D'accord. Ah oui, et c'est là où tu gagnes Bucarest et à le tournoi d'Adélaïde, les 2 tournois ATP. À la suite de l'US, je gagne, je suis mené 6-3, 4-0 au premier tour. Contre un Roumain d'ailleurs qui joue pas mal mais un mec 200 quoi. Et je mets un coup de gueule à 6-3, 4-1, du coup je fais le jeu et je mets un coup de fouet et je dis mais c'est pas possible, j'ai pas le perdre celui-là quoi, tu vois. Et du coup je gagne le match en sauvant 3 balles de match. Et tu gagnes le tournoi derrière. Et je gagne le tournoi derrière. Comme quoi. Qui me fait rentrer dans le top 50. D'accord. Et bon là, ma carrière se tu lances vraiment ta carrière.
Voilà. Donc ça, c'était le lancement vraiment. D'accord. Okay. Après, j'ai enchaîné à Adélaïde en début d'année. Et puis, du coup, je suis rentré tableau final. Après, j'étais tableau final de tous les Masters 1000. Ouais, donc du coup, tes conditions sont complètement différentes là, quand tu rentres dans ces tableaux-là. Après, une fois que je pense que c'était ta première question, c'était plus sur le haut niveau. Là, je t'ai parlé de l'accession. Bien sûr, mais c'est pas grave, parce que je pense que y a plein de joueurs là qui galèrent un petit peu dans les petits tournois, etc. Et ça les intéresse aussi de t'écouter là-dessus. Donc effectivement, le haut niveau, on sait que c'est le top, mais il faut savoir aussi qu'avant d'y accéder, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a des moments un peu de galère. Mais avant de terminer sur ta carrière, je voudrais avoir un petit mot sur... quand tu as été joueur pro, tu as été 36e mondial, sur la reconversion d'un joueur de tennis. Est-ce que pour toi, ça a été compliqué de dire je stoppe, j'arrête? Ou est-ce que ça a été une continuité un petit peu dans ce que tu faisais? Écoute, si j'avais pas percé dans le sport de haut niveau, moi je voulais être journaliste. Et je pense que je me serais dirigé vers des études de journalisme sportif. J'ai passé mon bac, c'était un bac classique, économique et social, voilà. Donc, il me tenait vraiment à cœur quand même d'aller jusqu'au bac. On ne sait jamais si ça ne marche pas. Il y a des blessures d'ailleurs. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Et du coup, c'était important pour moi d'aller jusqu'au bac. Et je pense que si j'avais pas réussi, j'aurais essayé d'être journaliste sportif plus. Ça a été dur d'arrêter bien sûr parce que en 2011 ma hanche me refaisait un peu plus souffrir. J'ai passé aussi toute cette passe où je faisais franchement 1h30 d'étirement tous les soirs. Toutes les 4-5 semaines de tournoi, je rentrais me soigner à Bordeaux et puis après je repartais en tournoi. J'ai retrouvé un ancien bouscaté, Julien Vigne, qui passait ses études d'ostéopathie, qui m'a suivi un petit peu aussi, tu vois, on en parlera. Au Bouscat. Et donc voilà. Et ça a été dur. Après, oui, forcément, en 2010, tu vois, je refais 3e tour à l'Open d'Australie, 2 matchs en 5-7 en 2 jours. Pour jouer Murray après, à 29 ans, 30 ans. On nous a tellement dit aussi dans ma formation qu'une carrière de joueur de tennis, c'était 10 ans, qu'à 30 ans, c'était fini. J'ai un petit peu fait la crise de la trentaine en plus de ma douleur de hanche qui continuait à progresser, mais même si je suis ressorti du top 100 en 2011, j'y ai passé 7 ans. Je me suis accroché 2-3 ans, 4 ans encore, 3 ans, parce que je me suis requalifié dans tous les grands chelems. Il y en a un où j'ai passé un tour. J'étais tout proche de re-rentrer dans le top 100 encore, donc je jouais ces beaux tournois qui étaient vraiment top encore. Du coup, tu es toujours en train d'hésiter à dire j'arrête, je continue, ça tant que je pouvais me requalifier dans les grands chelems et tout, je continuais, je prenais du plaisir, j'arrivais à jouer des 250 encore de temps en temps, mais beaucoup de challengers. Et progressivement, j'ai joué de plus en plus de challengers. Je me souviens qu'à La Réunion, à la fin, je fais en 2014 une dernière finale. Je perds en ayant des balles de match sur un joueur du top 100 et je me dis là physiquement franchement c'est chaud. Je refais une finale de challenger, mais qu'est-ce qu'elle était dure cette semaine. Je venais d'avoir mon premier fils, j'étais parti aussi tout seul, dans la tête ça avait été super dur de repartir, de les laisser à la maison. Je pense que c'est venu au bon moment et donc en 2015 je joue une dernière fois Roland Garros avec Maxime Teixeira en double et je termine un petit peu là-dessus sur des futurs et je termine à Roland Garros en sachant que c'était mon dernier Roland et je m'accroche un peu en futur après, mais bon, t'es poussé dehors et puis après tu tombes sur des futurs, tu arrêtes un peu. Mais ce qui était intéressant justement pour faire cette transition, c'est qu'à l'époque, donc il y a 2015, j'ai Canal+ International qui m'appelle parce que j'avais travaillé pour la Fédé pour le quotidien en fait de Roland Garros, le journal, tu sais, qui sortait chaque jour. Moi je travaillais avec un journaliste et j'avais adoré faire ça. La Fédé était très content et en fait ils ont parlé de moi à Canal International qui se lançait pour commenter tous les tournois Masters 1000, 500 et 200 et Grand Chelem. Et en fait ils m'ont proposé de devenir consultant pour eux et la transition elle s'est faite en 15 jours. Ok, d'accord. J'ai arrêté en mai, je commençais à travailler pour eux en juillet. D'accord, okay. Donc ça s'est fait hyper rapide parce qu'aujourd'hui en fait tu es consultant, c'est ça? Je suis consultant pour et intervenant spécialisé dans le sport, mais bon, dans le tennis avec Canal+, Eurosport et RMC. D'accord, ok. Voilà, RMC, BFM.
Merci Florent d'être revenu sur l'ensemble de ta carrière professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 10h demain matin pour la deuxième partie de cette interview où Florent nous donnera sa vision de notre sport et ses souvenirs à l'US Bouscat Tennis qu'il quittait à 18 ans pour intégrer le centre d'entraînement à Roland-Garros. À demain.